ben voilà, encore une nouvelle Twitter qui fait des siennes. Et là, ça devient un petit peu plus sérieux puisque l'Arcom s'en mêle. Donc on va voir ça tous ensemble. Mais voilà, là, ça commence vraiment à sentir un petit peu le roussi. Et je pense que là, il va falloir redresser la barre. Ensuite, c'est une actu du coup de JP. Donc JP qui va nous parler de paiement fractionné et de la SNCF qui est partie sur une solution qui s'appelle Alma. Donc on en discutera tous ensemble. Je vais mettre ça en pause. Voilà. On en discutera tous ensemble justement de ce système de paiement différé, parce que ça implique aussi bien du e-commerce sur voilà, des nouveaux modes de consommation que la partie tech avec Alma du coup qui apparemment est voilà, quelque chose de plutôt intéressant, on va dire, si jamais vous voulez mettre ça en place sur vos sites e-commerce. On parlera de Shadow également, Shadow PC. Donc je sais pas si tout le monde est à l'aise avec Shadow PC, je ferai un petit reminder, on va dire, de en quoi ça consiste. Et du coup, Shadow qui révèle un peu son offre sur le marché B2B, puisque jusqu'à présent, ils étaient plutôt présents sur le B2C, donc plutôt vers les utilisateurs, notamment du gaming. Et donc, on parlera de ça. Ensuite, encore une actu de JP. Donc, JP nous présentera deux actus. Celle-ci, du coup, c'est Shopify qui acquiert Remix. Donc, Shopify qui est plutôt sur de la partie e-commerce, on va dire. C'est un CMS qui permet de faire du e-commerce en grosse maille, hein. Et qui acquiert du coup Remix. On regardera ça tous ensemble. Et puis on conclura sur France Identité, donc une application qui débarque. Voilà, enfin France Identité qui débarque dans France Connect pour voilà, sécuriser, on va dire, pas mal de choses et surtout vous permettre de vous balader avec votre carte d'identité avec plein de choses. Donc voilà, le gouvernement qui s'y met un petit peu voilà, sur tout ce qui est digitalisation, on va dire, des papiers d'identité et autres. Voilà pour le programme, il est bien chargé. Donc on va commencer sans plus tarder sur la première actu. Je te masque un peu JP, comme ça évitera, si tu veux te gratter le nez, tu pourras le faire tranquillou. Par contre, ce que j'ai pas vu, c'est que j'ai mis ma tête au niveau du chat, c'est pas très malin. Donc je vais déplacer ça en live rapidos. Tac, je vais me mettre de l'autre côté. Hop là, voilà. Voilà, donc première actu du coup, actualité Twitter. On va faire le petit point rapidos, même si voilà, en ce moment on n'entend parler que de ça. L'Arcom qui s'y met, l'Arcom du coup, qui est une autorité française, on va le voir. Donc je commence l'article. L'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, tente de faire entendre sa voix dans la cacophonie entretenue par Elon Musk ces dernières semaines. L'autorité française a en début de semaine rappelé à Twitter ses obligations en matière de lutte contre la désinformation et les contenus haineux. L'Arcom exprime aussi sa vive inquiétude suite au licenciement massif. Twitter a décidé de se préparer de se séparer de la moitié de ses employés, soit 3700 personnes et environ 75% de ses partenaires. Et c'est de là que vient le sujet d'inquiétude de l'Arcom, car l'an passé, Twitter avait affirmé au CSA, le prédécesseur de l'Arcom, employer 1867 personnes dédiées à l'application de ses politiques et à la modération des contenus, soit plus d'un tiers de ses effectifs mondiaux. Donc voilà, globalement, en fait, là, ils sont un petit peu rappelés à l'ordre dans la mesure où étant donné, bon, au-delà de tout l'aspect, on va dire, mouvement médiatique et tout ce qui s'ensuit, c'est surtout le côté où est-ce qu'ils vont avoir la capacité maintenant de maintenir leur modération et de faire en sorte que Twitter, ça ne devienne pas le Far West, parce que ayant de moins en moins d'effectifs, on peut s'attendre à ce que ça devienne compliqué de gérer tout ça, et comment est-ce que humainement ils vont arriver à résoudre un petit peu ce problème. Ok. Alors du coup, paragraphe suivant, d'où les interrogations de l'Arcom sur la capacité de Twitter à maintenir un environnement sûr pour ses utilisateurs. Surtout que Twitter doit, selon l'Arcom, lutter contre la manipulation de l'information en vertu d'une loi de 2018 qui prévoit que les géants du web mettent en place des dispositifs de signalement et rendent compte de leurs efforts à l'Arcom, qui peut leur adresser des recommandations. Twitter est aussi soumis à l'ensemble des obligations de moyens pour lutter contre les contenus haineux prévus par la loi, d'où la confiance dans l'économie numérique. Donc il faut bien distinguer obligation de moyens et obligation de résultats. Et là, c'est mes cours de droit d'école de commerce qui remontent. Donc, en gros, quand vous êtes dans une obligation de résultat, il faut absolument attendre un résultat bien particulier. Alors que là, c'est beaucoup plus souple, entre guillemets. C'est une obligation de moyens, c'est-à-dire que vous devez être dans la capacité de montrer que vous avez
mis en place tous les moyens possibles pour que justement pour qu'il y ait une modération, on va dire, suffisante et faire en sorte d'éviter tout contenu haineux et qu'il puisse sortir du cadre de la loi. Donc c'est quelque chose d'important. On parle là de loi, hein, donc les géants du web ont une vraie responsabilité vis-à-vis des internautes et peuvent être poursuivis si jamais effectivement ils font pas en sorte que tout roule bien. Et donc dernier paragraphe, l'Arcom demande donc au réseau social d'ici 24 novembre de lui faire part de l'évolution à brève échéance des moyens humains et technologiques qui sont consacrés à la lutte contre la manipulation de l'information. Voilà un petit peu pour cette actualité, donc beaucoup de rebondissements, hein. De toute façon, vous voyez, hein, en ce moment c'est assez costaud, on voit plein de choses, on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller, on a un petit peu peur, surtout en termes de suppression de postes, c'est assez ouf ce qui se passe. Et du coup, toi, JP, tu suis un petit peu cette actu Twitter ou t'en penses quoi? Je suis pas forcément l'actu Twitter, mais je suis sur Twitter et c'est un vrai bazar. Ouais, Il y a beaucoup de devs qui voulaient, enfin, en tout cas dans la communauté, technique, qui ouais. voulaient passer sur Mastodon et ils étaient beaucoup freinés par, l'inscription Mhm. et bon après il y a plein de comptes parodiques sur Twitter là qui se sont Ouais, apparus. ouais, Il y a même des, comptes vérifiés qui ont mis, le nom d'Elon Musk ouais. et bon voilà, Elon Musk a déban plusieurs, profils, Oui, j'ai vu qu'il y a... notamment, Donald Trump et Ouais, plein Donald Trump, j'ai vu, ouais. Mm. de personnages politiques d'extrême droite. Donc je sais pas, par rapport à ce que veut mettre en place l'Arcom, je je sais pas comment ça va se passer, hein, dans les Ouais. prochains mois, prochaines années, mais il y en a beaucoup qui quittent Twitter quand même et peut-être, il y a un retour, sur Facebook à surveiller, enfin à Ouais. avoir, des chiffres, mais il y en a, ils ont rebasculé, sur d'autres réseaux sociaux. D'accord. Ouais, on a vu également aussi pas mal de réseaux qui popaient, mais vraiment en concurrence directe, qui se positionnaient vraiment. Il y a Mastodon qui fait beaucoup parler de lui, mais j'en ai vu pas mal d'autres. Je crois qu'il y en a au moins deux ou trois là qui du coup montent en flèche parce que ben, voilà, les gens petit à petit sont moins rassuré par ce qui se passe sur Twitter et un petit peu peur et voilà, prépare un peu l'avenir. Après, tu vois, là où c'est. Moi, je vois là où c'est un peu inquiétant aussi, tu vois, c'est tous les créateurs de contenu. Je pense notamment à. C'était Basti, je crois, qui disait ça, Basti 8, qui est également un streamer orienté web design et qui disait ben, ça m'embête un peu parce que j'ai mis quand même pas mal de temps à constituer comment dirais-je, toute ma communauté sur Twitter. Et donc, si demain je devais basculer sur Mastodon ou autre, ça va me demander beaucoup de temps et d'efforts pour arriver à reconstituer cette communauté. Et donc, il y a de vrais enjeux en fait, hein. Il y a des gens qui ont de vrais enjeux sur ça. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Je sais plus si c'était en direct ou si j'en avais parlé en off avec quelqu'un où on disait bah, que. Je crois que c'était avec Margot qu'on en parlait. euh, Quand tu es créateur de contenu, de bien diversifier en fait tes plateformes parce que si demain ça tombe, ton business il est mort quoi. Concrètement, c'est ça. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu Twitter qui aujourd'hui doivent se gratter la tête. Je lis le chat en même temps. On va faire un t-shirt déclic, dit Benta. Eh bien, quand tu veux, il n'y a pas de problème. On mettra déclic juste au-dessus ou en dessous d'Athletic Club. Mais l'Athletic Club, c'est le centre, tu vois. Mister Glock, j'ai donné des cours au campus de Paris. Ok, très cool, très cool. Bah, du coup, tu connais la formation de la formation du coup de Digital Campus. Mastodon et Hive, oui, j'ai vu se passer ça, Heliocast. Hive aussi qui se place comme un concurrent. Petite flemme perso, oui, de basculer, je suppose. Ben, toi aussi, tu dois être dans ce cas-là où tu as constitué un peu ton compte Twitter et c'est un peu dérangeant si jamais il fallait tout refaire. Auditoreille, bonjour et merci à Lior pour le sub offert. Et oui, Lior qui a offert 5 subs ce matin et tu as pu en bénéficier. Voilà du coup pour l'actu Twitter, les amis. Il n'y a pas beaucoup plus à dire, hein. De toute façon, on suit ça nous de près. Après, voilà, il faut laisser un peu passer du temps parce que là, c'est un peu la folie, c'est un peu la tempête et on va voir un peu ce que ça va donner. Mais Bah, a voilà, de temps en temps. priori, Ouais, il est en train de refaire, enfin d'optimiser, l'application Android apparemment, enfin en tout cas, travailler sur les performances web de Twitter. d'accord. Et il a envoyé, la nouvelle architecture qu'il voulait mettre en place. D'accord. Alors j'ai vu un autre truc aussi, passer de rigolo sur la partie technique, c'est que, alors je sais plus pour quelle raison, ils ont leur système de copywriting, de modération qui a pété.
Et en gros, ils ont pas pu le réparer de suite ou autre, ou je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, il y a des personnes qui uploadaient des films entiers sur Twitter. Genre, tu matais Avatar sur Twitter, mon gars, en mode plein écran et c'est parti, quoi. Et ça a été, ça a fait un gros buzz. Enfin, franchement, je vous fais le tri des articles parce que j'en vois passer. En ce moment, ça alimente à peu près tous les blogs et les comptes Twitter que je suis. Mais c'est fou, quoi. C'est fou. On n'aurait jamais cru un truc comme ça. Après, voilà, il parle aussi d'optimisation, on va dire, de coûts. Il essaye de t'habiller un peu dans le gras. J'ai vu un article aussi où il listait tout ce qu'il avait fait, style, tu vois, il supprimait les déjeuners gratuits, il supprimait les avantages sociaux, il supprimait plein de choses comme ça. Les déplacements, dans l'immobilier également, il faisait beaucoup d'optimisation sur tous les biens immobiliers de Twitter et tout. Enfin bref, c'est un peu le Far West, quoi, en ce moment. Glox qui dit j'ai Twitter plus pour suivre les news et c'est bourré de Elon partout alors qu'on banne le mot. Ah ouais. Non, non, mais clairement. Et là, si t'as pas fait un travail enfin, si t'as pas un peu filtré à minima les comptes que tu suis, moi je sais que je suis assez exigeant sur les comptes que je suis parce que justement, j'ai pas envie comme ça, là, quand il y a des tendances, de me faire pourrir mon feed. Et si jamais tu n'as pas un peu cette hygiène de temps en temps trier ce que tu suis, bah, tu te retrouves vite floudé par ce type d'actu, on va dire. Margot, à bientôt pour de nouvelles aventures. Twitter. Ah, j'ai pas compris. J'ai pas compris la vanne, désolé. Allez, on va enchaîner du coup sur l'article suivant. Du coup, un article de JP. Je vais peut-être rapidement lire quelques phrases et puis du coup, tu nous en diras plus, JP, si ça te va. Donc on va parler en fait de paiement fractionné et de pourquoi la SNCF a choisi la fintech Alma. Donc c'est une actu du coup, j'ai pas cité l'actu précédente. L'actu précédente de Twitter c'était zdnet.fr et donc là c'est un article de BFM TV. Donc je vous lis ça très rapidement et comme ça on retrouve JP juste après pour qu'il nous explique. Donc la semaine dernière, Alma a remporté un appel d'offres lancé par la SNCF pour proposer un service de paiement fractionné à ses clients. Petite parenthèse, il y a marqué la semaine dernière, mais cet article date de mi-octobre. Voilà, c'est pas, il a quelques jours. Mais voilà, sachez que en tout cas l'actu est quand même plus ou moins chaude. Il sera bientôt possible de payer ses billets de train en plusieurs fois. La SNCF, donc comme je sais qu'on n'a pas que des Français, la SNCF, donc Société Nationale des Chemins de Fer, qui est la compagnie ferroviaire, on va dire, en France. Donc la SNCF va en effet proposer ce service aux voyageurs à la mi-2023 et la fintech française Alma a été choisie par la compagnie ferroviaire pour lui fournir cette solution. Son fondateur, Louis Chatriot, a d'abord expliqué les motivations derrière la mise en place d'un tel service. Cela n'augmente pas le pouvoir d'achat, a-t-il rappelé, avant de décrire le paiement fractionné comme un outil de gestion. Le dirigeant a rappelé que le paiement fractionné s'appliquait déjà dans le secteur de l'aérien. En revanche, cette solution n'existe pas pour le train, a-t-il souligné. Face aux banques traditionnelles ou aux plus gros acteurs, la SNCF a préféré cette start-up en raison principalement de l'expérience client qu'elle propose. Son fondateur a confirmé se concentrer sur le fait de pouvoir payer facilement et rapidement, d'avoir le minimum de champs à remplir. Quant à sa méthode, elle repose sur un ensemble de données dont elle dispose. On utilise une technique assez classique de scoring de risque et de fraude, a indiqué le fondateur d'Alma. Concernant le paiement en 3 ou 4 fois comme le service qui sera proposé aux voyageurs de la SNCF, il évoque un scoring type fraude qui consiste à s'assurer que ses clients existent et sont bien des clients. Voilà rapidement pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment et en quoi consiste Alma. Donc je rebascule rapidement du coup sur la scène avec JP, je lis le chat. J-Click, hello Anto, je suis Clément de la conf qui tue le game, je profite du live pour te remercier toi et Benoît d'être venus intervenir. Merci à toi, bon live, ben, merci beaucoup Clément, ça fait extrêmement plaisir. Donc la conf qui tue le game, je vous avais expliqué un petit peu, je crois que c'était le live de mercredi. Super event, que des gens formidables et qui consiste donc, c'est un festival orienté design qui se passe 100% en ligne sur Geyser.
et qui est gratuit. Et donc ça a eu lieu il y a quelques jours et j'espère qu'il y aura une édition 2023. Et donc Benoît et moi-même avons eu la chance d'aller faire une intervention là-dessus. Benoît sur la partie Jamstack et éco-conception d'un site web et puis moi sur la partie web créatif, puisque comme vous le savez, c'est un sujet qui me plaît énormément. Alors JP du coup, sur cette petite actu, Heliocast, je file préparer mon live de ce matin. Bon live à toi Heliocast, merci d'être passé. JP du coup sur cette actu allemand, est-ce que du coup tu peux raconter très rapidement en quoi ça consiste? On a pu le voir déjà un petit peu avec l'article, mais en quelques mots. Ouais, Alma, alors c'est une fintech française Ouais, qui a fait déjà 3 levées de fonds. Ils mm, sont je crois, à 200 millions ok, d'euros au total, mais ils ont aussi emprunté à côté. Ils ont vendu leur service de paiement en plusieurs fois à Apple. C'est une fintech qui est quand même reconnue. ok. Et ce qui est important chez eux, c'est vraiment le service de paiement en plusieurs fois et le recouvrement. C'est-à-dire que les clients, quand ils mettent en place leur service, Ouais, ils récupèrent la totalité de leur argent et eux, ils s'occupent de le récupérer auprès de l'utilisateur qui a payé en plusieurs fois. Et si jamais le client ne paie pas, euh, celui qui a vendu l'objet, le distributeur, a quand même tout, comment dire, il a déjà toute sa trésorerie, quoi. Il récupère mm, directement l'argent et il est assuré d'avoir euh, le paiement. Donc, ça d'accord. évite les défauts de paiement et notamment pour ça facilite leur trésorerie aussi, Ouais. de recevoir directement l'argent qui a été payé pour l'achat Donc effectué. ça veut dire que si j'ai bien compris, dans l'idée, en gros, non seulement eux, grosso modo, moi je suis e-commerçant, j'ai mon Mm. site, je vends peu importe imaginons je vends des chaussures, j'ai la possibilité de mettre en place donc ce mode de paiement, le paiement en plusieurs fois, sauf qu'on sait que la difficulté c'est le côté trésorerie, avance. Donc eux, premièrement, ils t'assurent l'avance, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après en cas de défaut de paiement? Est-ce que c'est si mettons le client, mettons toi, tu arrives en tant qu'internaute sur mon site, tu vas faire un paiement en 4 fois et en fait, on se rend compte que tu n'es pas solvable. Est-ce que qu'est-ce qui est responsable dans ces cas-là ou qu'est-ce qui va chercher Alors, l'argent? du coup, c'est Alma qui est responsable. Par exemple, D'accord? la chaussure coûte 100 euros. Ouais, Euh, En fait, il y a des frais de commission. Donc, en 3-4 fois, c'est plutôt le e-commerçant qui va prendre en charge la commission, enfin, qui ouais. va payer la commission à Alma. Donc, je crois, aux alentours de 3,8%. Mhm. Donc, là, par exemple, l'utilisateur achète la chaussure, va l'acheter en 4 fois, par exemple, 4 fois 25 euros. Ouais, Euh, le e-commerçant va recevoir, du coup, 97 euros, 96 euros directement sur son compte. Et d'accord. Alma se charge de récupérer le reste du montant, quoi, auprès Ok. du client. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils anticipent si jamais, bah, enfin, étant donné qu'il y a un coût pour eux, parce que bah, c'est pas gratuit évidemment, ça veut dire que potentiellement, soit ils doivent l'absorber eux, soit il faut le répercuter sur leur prix. Mais en fait, c'est pas sans conséquence, c'est pas complètement transparent, ou alors c'est à la charge du e-commerçant, quoi. Le côté, la petite commission, on va dire. Ouais, la petite commission. Après, Ok, ils proposent aussi en 12-24 mois. Mais ouais, là, ça revient presque à une crédit à la consommation. Donc là, c'est plus. Après, ça dépendra de Alma. C'est toi, pas de Alma, pardon, du e-commerçant. Soit il choisit de partager les commissions, de prendre toutes les commissions. Ça dépendra aussi. Il peut proposer en fonction du prix du produit aussi. À ouais, partir de 2000 euros, je propose une commission gratuite, par exemple. ouais, Enfin, de ok, prendre en charge les commissions, voilà, et ne pas faire payer l'utilisateur. ouais, ok. Et il y a Et aussi alors, l'option payer plus tard. C'est-à-dire que l'utilisateur reçoit le produit et 7 jours après, il est ou pas, ça dépend s'il fait un retour, mais il peut utiliser le produit sans avoir été débité en amont. d'accord. Et alors, remarque intéressante de Glox qui est un petit peu sarcastique, il met la SNCF en partenariat avec des crédits, c'est que le problème est ailleurs. Donc ça, effectivement, ce à quoi on peut s'attendre et qui peut être un petit peu plus inquiétant, ça veut dire que ça pousse quand même énormément à la consommation et ça pousse aussi à l'endettement si jamais, parce ils disent qu'autant que c'est un outil de gestion, bon pourquoi pas, mais tout le monde n'est pas bon gestionnaire et ne pilote pas sa trésorerie d'une bonne manière et donc
ça pousse quand même un petit peu. Bon, ça, après, c'est une question qui est un peu hors web, mais ça fait partie un peu des interrogations qu'on peut avoir, quoi. Bah, en fait, qui disait, j'avais lu une interview du CEO là, de Alma, Tu, et il disait que le changement. tu peux approcher juste un poil ton micro, Ouais, un tout pardon. petit peu, ouais, s'il te plaît. Que Merci. le. Ça va mieux? Ouais, c'est mieux. Trop mieux. C'est parfait, là, on entend Non, bien ta voix suave. que le changement de consommation là, des Français, en tout cas, a changé. Ouais, Et que même s'il avait beaucoup de trésorerie, il préférait payer en 3-4 fois, ouais, de l'étaler. Et surtout pour, par exemple, un iPhone qui coûte 1 200 euros, on n'a pas envie de sortir 1 200 euros de suite et il préférait payer 400 euros en 4 mois, tu vois, ouais, ouais, ok, et de l'étaler, quoi. Et d'accord. a priori, pour bien gérer son budget, ça serait mieux d'étaler à chaque fois, enfin, quand tu es particulier ou en entreprise, d'étaler les charges, quoi. Ouais, ouais. De toute façon, c'est un mode de consommation aussi bah, qui vient un peu des États-Unis, quoi, si jamais je. Enfin, sauf erreur de ma part, mais c'est un truc qui est déjà bien existant. Je crois que sur le site d'Apple, tu peux faire ça sur à peu près tout. Après, c'est vrai que c'était surtout présent sur des grosses sommes, et là, de pouvoir le faire, y compris pour des billets de train ou ce genre de choses, ça ouvre le champ des Ouais, mais possibles. après, aux États-Unis, c'est encore plus poussé. C'est-à-dire qu'ils donnent une carte de crédit et plus ils dépensent et plus ça leur apporte des points. Ah C'est ouais, comme l'American Card, et avec ces points, ils peuvent acheter un voyage, visiter les ouais, miles, par exemple, d'accord. et ils peuvent échanger, ils peuvent, enfin, ils ont beaucoup, enfin, plus ils dépensent, ils ont des statuts. Enfin, c'est vraiment un autre monde, les États-Unis, je pense. Ok. Enfin, pour être comme eux, je pense qu'on n'a pas Mm. encore cette culture-là, quoi. Ok. Et alors, techniquement parlant, du coup, est-ce que t'as pu tester ou voir, je sais pas, Alma, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est facile du coup à implémenter ce type de solution? Alors, j'ai regardé, ils ont des librairies, qui se connectent directement a priori avec Shopify, Ok, et WooCommerce avec tous les, CMS, enfin les e-commerçants, traditionnels. ok. Par contre, pour, tout ce qui est Jamstack, il y a une API qui est ouverte, mais faudrait, bah, développer dessus, quoi. Pour l'instant, il y a pas vraiment, un paquet qu'on pourrait, Ouais, plugger, faire un plug and play, facilement, quoi. ok. Bon, après, ça, c'est quelque chose qui va venir, je pense, grâce à la communauté notamment. Je regarde un petit peu leur site en même temps. Donc, paiement en 2, 3, 4 fois, paiement en 10, 12 fois et le pay later, du coup, qui est exprimé par JP et expliqué, quoi. Ok. Et donc, je vois qu'ils ont un site qui est relativement perf, du Dato CMS, et après, c'est du React derrière, apparemment, du Next.js. Merci beaucoup, Sophie. Bienvenue à toi. Merci beaucoup de nous rejoindre ce Merci. matin. Ok, 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 d'accord. Et après, ok, donc il y a déjà effectivement pour Shopify, je suppose ils ont visé d'abord un peu toutes les solutions grand public, on va dire, extrêmement utilisées. Et Shopify, on sait qu'il bouffe une bonne partie du marché, donc c'est moitié étonnant effectivement qu'ils ont déjà anticipé et facilité l'intégration, je pense, j'imagine. Ouais, je pense que c'était plutôt Alma qui est allé vers Shopify que l'inverse, hein, je Ah, pense. ah ouais, tu crois? Ouais, parce que Shopify, il y a déjà, bah, Stripe, il propose, déjà énormément de moyens de paiement. Même eux, proposent un moyen de paiement. Mhm. Donc, je pense que ceux qui veulent un peu être utilisés, bah, et se connecter, à Shopify. Enfin, c'est plus Ouais, intéressant à Alma de se connecter à Shopify que Shopify proposait à Alma, je pense. ouais, Vu qu'ils proposent déjà, 4, 5, 6, je sais pas, mais je dis pas Shopify, mais plusieurs déjà, portails de paiement, quoi. ouais. Mhm. Ok. Je lis dans le chat du coup, coucou Sophie, du coup, premier message dans le chat. Alexis qui me demande c'est quoi l'extension Chrome que tu utilises pour voir les langages utilisés. Ah ah, va falloir lâcher du Prime là, si jamais tu veux que je te donne la réponse. Non, c'est une extension assez connue qui s'appelle Wapalizer. Je partage vite fait mon. Voilà, c'est une extension qui s'appelle Wapalizer. Donc ça s'écrit Wapalizer, qui est la contraction, je pense, de Web App et Analyzer, je suppose. Et donc en gros, tu cliques dessus et il peut comme ça t'afficher un peu les technos qui sont utilisés. C'est quand même modulo. Enfin, c'est pas du 100% précis, hein. Il faut quand même. Il y a des moments, tu as des sites qui ne laissent pas forcément de data en fait
les technologies utilisées ne mettent pas de data particulière qui puisse être traquée, mais dans l'ensemble, ça te permet quand même de reconnaître et de découvrir un petit peu qu'est-ce qui est utilisé. Tu vois, on a de la PWA, on a du reCAPTCHA, donc pour la vérification de formulaires, on a du Google Tag Manager là-dessus. Enfin voilà, vous voyez ce genre de choses. Des fois, ça peut donner des facilités un peu, mais après, charge à toi aussi d'aller peut-être creuser des fois dans le code en affichant la page brute ou ce genre de choses. En tout cas, voilà, Wapalizer, c'est une extension très cool que j'utilise depuis je sais pas combien de temps. Enfin, ça fait un bail que j'utilise ça et elle existe depuis pas mal de temps. Ok, du coup, merci JP. On enchaîne rapidement parce que je vois que le temps passe. Alors, vous inquiétez pas, on dépassera un peu 9 h ce matin parce qu'on a démarré un petit peu à la bourre. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On va enchaîner sur un article du coup de Usine Digital. Usine Digital, du coup, qui parle de Shadow PC. Donc Shadow PC, pour vous expliquer rapidement, puisque peut-être tout le monde ne connaît pas, Shadow PC, l'idée c'est que donc c'est une boîte française qui s'est montée, ça fait quand même plusieurs années maintenant, et qui propose en fait un service de cloud, mais alors dans le sens où c'est votre PC ou votre Mac, enfin je sais pas qu'est-ce que vous utilisez, mais en gros dans l'idée, partons sur PC, c'est votre PC entier qui va être streamé. Alors d'ailleurs je crois que c'est du Windows qui stream, il me semble. Donc dans l'idée c'est vous allez pouvoir utiliser n'importe quel device, n'importe quel comment dire, ordinateur physique, d'accord? Et l'entièreté va être streamée à 100%. C'est-à-dire que votre ordinateur, en réalité, n'est pas tout votre OS, votre Windows ou voilà, votre système d'exploitation. Tout est en fait sur un serveur qui est donc chez Shadow. Et quand vous démarrez une machine, quelle qu'elle soit, donc ça peut être n'importe quel type d'ordinateur, on s'en fiche, le côté hardware, donc le côté physique en fait n'importe pas, puisque en fait votre ordinateur va uniquement aller streamer en fait ce qui se passe sur le serveur de Shadow PC. Donc ça a un gros avantage, c'est que concrètement que vous utilisiez un PC dernier cri ou que vous utilisiez un PC qui est un peu lent, etc., tant que vous avez une bonne connexion Internet, en réalité, vous pouvez jouer quasiment à tous les derniers jeux dernière génération ou faire de la 3D, ce genre de choses. Votre matériel physique, en fait, n'importe pas, puisque en réalité, tout ce qu'on demande à votre matériel physique, c'est d'aller streamer, donc d'aller streamer en fait un contenu, donc d'aller chercher sur Internet et de lire comme ça en direct un contenu. Et ce contenu, en fait, c'est l'entièreté de votre PC. C'est comme si vous preniez en fait tous vos logiciels de votre PC et vous les mettez en fait sur un cloud qui vous est dédié, qui est sécurisé, etc., évidemment. Et donc quand vous allumez votre ordi, pouf, ça va se connecter et donc en fait l'ordi qui est à distance, en fait, vous le voyez sur votre écran à vous et vous contrôlez tout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'offre Shadow PC qui était très intéressante, notamment pour comment dirais-je, pour les gamers, les personnes qui font du gaming, puisque en fait, quand on veut faire du jeu vidéo, c'est souvent il faut avoir des PC dernière génération et tout. Et là, pas du tout, vous n'en avez pas besoin en fait pour avoir quelque chose de très basique en termes de configuration et prendre juste un abonnement Shadow PC et jouer comme ça à des jeux dernière génération. Et donc du coup, là, ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils partent également sur la partie entreprise. Donc vous qui avez peut-être une boîte ou autre, vous pouvez proposer comme ça à vos employés d'avoir une machine un peu basique qui coûte pas cher et en fait de prendre plutôt un abonnement chez Shadow pour voilà, si vous avez des tâches qui nécessitent d'avoir un peu de performance. Donc je lis rapidement l'article. L'entreprise française de cloud gaming a dévoilé sa nouvelle gamme de produits à destination des professionnels au détour d'une conférence de presse, l'occasion de détailler sa vision stratégique pour les prochains mois et de faire le point sur ses nouvelles offres. L'ambition de Shadow est toujours la même, faire tomber les barrières technologiques et mettre la puissance informatique et les logiciels performants à la portée de tous, a déclaré son cofondateur Stéphane Héliot à l'occasion d'une conférence de presse mercredi 23 novembre. Mais l'entreprise dont la technologie permet en effet d'avoir accès à la puissance d'un ordinateur haut de gamme depuis n'importe quel appareil compte désormais s'attaquer au marché du B2B. Nous offrirons des ressources CPU à la demande, donc CPU c'est le processeur, a-t-il annoncé, s'engageant à un prix prévisible et sans surprise sur la facture.
Shadow a ainsi dévoilé mercredi sa nouvelle offre à destination des professionnels, Shadow Business Solutions. Proposée entre 59 et 139 euros par mois en fonction des configurations souscrites, cette solution proposera un nouvel outil, Shadow Business Manager, permettant au département IT d'une entreprise de gérer les machines virtuelles Shadow dont bénéficie le client. La première version sera disponible le 5, le 5 prochain, je pense qu'ils ont dû se tromper, et de nouvelles fonctionnalités sont déjà dans les tuyaux, comme la gestion des accès et des sauvegardes, a précisé Sébastien Kaiser. Donc 59 à 139 euros par mois, ce qui en soi peut paraître beaucoup, mais en réalité, en faisant ça, vous avez une machine dernière génération. Vous n'avez pas besoin en fait d'investir dans un, je sais pas, un PC qui coûterait 2000 euros par salarié si, mettons, il y a vraiment des besoins de performance et autres. Si vous répartissez ça en fait, si vous divisez, on va dire, par ces 59 ou 139, ça fait quand même pas mal de mois. Et surtout, ben, voilà, vous êtes toujours un peu sur quelque chose de dernier cri. Donc à étudier évidemment. L'entreprise revendique déjà des douzaines de clients professionnels et pourrait même faire son entrée dans les établissements scolaires et les universités. Nous savons que les étudiants et les universités luttent contre l'obsolescence du matériel. Notre solution apporte flexibilité, puissance et stockage sur tous les appareils déjà déployés, a indiqué Sébastien Kaiser, faisant état des discussions avec la région Île-de-France à ce sujet. Alors, autre point important qu'il faut quand même savoir, c'est que la conférence de presse a également été l'occasion de mettre en lumière une réussite majeure de l'entreprise qui vient tout juste de finir la migration de ses serveurs dans les data centers d'OVH, puisque en fait ça a été racheté par OVH il y a quelques temps. Là, je vous ai présenté Shadow très rapidement, mais il faut savoir qu'il y a quand même une histoire derrière tout ça. Il y a eu un moment où ils ont failli, l'entreprise a vraiment failli péricliter, il y a eu des soucis financiers et autres, leur modèle économique n'était pas viable visiblement. Et bon, je vous ai passé un petit peu tout l'historique, mais grosso modo, maintenant, ça appartient. Alors, je ne sais pas si ça appartient à OVH directement ou si ça appartient à l'un des propriétaires d'OVH, mais en nom propre. Je crois qu'il y a une petite nuance là-dessus. Donc voilà, migration vers les data centers d'OVH et la startup de cloud gaming qui s'appelait alors Blade avait été rachetée par OVH en avril 2021. Voilà, c'est ce qui confirme ce que je vous dis, suite à un redressement judiciaire. Dernière chose, donc, c'est juste le début de notre périple, a précisé Eric Sell. Alors que l'entreprise qui revendique désormais 20 millions d'euros de chiffre d'affaires planche à de nouvelles solutions de visioconférence, de chat et d'email. Pour ce faire, l'entreprise compte également s'associer à d'autres acteurs européens, à l'image de son partenariat avec Nextcloud, un éditeur de solutions de stockage allemand qui a permis de développer son nouveau produit Shadow Drive, désormais disponible en Europe. Voilà, donc rapidement un petit peu pour cet article, plutôt intéressant, à voir effectivement si vous en avez ou pas l'utilité dans votre boîte, parce que tout le monde n'a pas nécessité d'avoir ce type de puissance, mais un outil plutôt intéressant et surtout un outil français qui a fait beaucoup parler de lui et dont pas mal de monde est assez fier. Et moi, je me souviens notamment que quand ils ont failli tomber, ils étaient passés notamment chez Micode sur Underscore et beaucoup de gens avaient fait part du fait qu'ils étaient pas déçus mais un peu tristes pour eux parce que ben voilà, c'est une super histoire Shadow et au début ils ont eu des soucis aussi sur la sécurité, il y a eu beaucoup de rebondissements, mais le concept est cool. Toi JP, je crois que tu m'avais dit que tu connaissais pas ça avant, Shadow PC, ça te parlait pas? Non, je suis pas un gamer. Ah, alors après, Ouais, voilà, tu peux t'en servir pour plein de choses, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, premier truc auquel on a pensé, c'était le gaming, mais tu vois, c'est comme Twitch. Tu as beaucoup de gens qui sont là pour le gaming, mais tu as d'autres qui sont là pas que pour ça. Et typiquement, si tu fais de la 3D, si tu fais, voilà, si tu as des besoins en puissance. Après, bon, j'imagine toi, en tant que dev, t'as pas besoin non plus d'une machine dernier cri systématiquement, c'est pas trop dans tes besoins, quoi. Non, je fais pas de montage vidéo, pas comme toi déjà. Ouais. Mais non, je pense que ça va. Au niveau des perfs, juste, là, j'ai un Mac et c'est suffisant. Hmm. Mais je pense que c'est intéressant pour toutes les entreprises qui n'ont pas de service IT ou des choses comme ça, Mhm. ou qui ont besoin temporairement de puissance. Ça leur permet de combler sans forcément
acheter tout un serveur ou Ouais. des choses comme ça, quoi. Ouais, et puis même en termes de matériel, c'est-à-dire que ça veut dire potentiellement tu peux acheter d'occasion, imaginons, ou du reconditionné, enfin quelque chose vraiment à bas prix et prendre un abonnement, ce qui étale un peu ton paiement. Donc on en revient toujours à l'étalement du paiement, tu vois. Donc voilà. Je lis dans le chat du coup Alexis, c'est vraiment bien ça. J'avais déjà Shadow pour le gaming effectivement, mais je pense que ça peut être un vrai plus pour une entreprise, notamment ceux qui veulent pas racheter tout le matos dernier cri. Ouais, effectivement, c'était un peu l'idée, ouais. Jack Clicks qui nous dit, donc Jack, leur rachat leur a fait du bien. Je suis client Shadow depuis longtemps maintenant et on sent qu'ils ont recadré toute l'offre bien comme il faut. Le B2B est naturel comme suit et malin, je pense. Ah, comme suite et malin. Ok, d'accord. Oui, oui. Mais ouais, non, mais JP, arrête de te moquer de moi. Il y a des Mais matins, tu sais, non, c'est. Le mec se fout ouvertement de moi, quoi. mais Non, non, mais il était je pense au il y a des j'étais moments, en train de le lire aussi et vu tu comment tu galérais l'avais aussi. dit, j'avais pas compris la même chose et au final, c'est parce que Ouais, c'est non, bon. non, c'est ça. Le B2B est naturel comme suite et malin, je pense. Mais voilà, il y a des fois, quand il n'y a pas les virgules, je suis vite perdu. Euh, donc, oui, oui, non, mais voilà. Shadow PC, c'est pas un truc qui date d'hier. Ça fait quand même quelques temps que ça existe. Mais voilà, en fait, c'était très, très ambitieux comme projet. Et je pense qu'il y a encore quelques années, il fallait aussi un temps voilà, que ça arrive à maturité. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même réussi un truc et un tour de force qui est assez important, c'est que ils ont réussi à rassembler une communauté, à fédérer des gens. Et il y a beaucoup de témoignages comme toi, hein, Jack, qui dit comme ça, ouais, moi je suis utilisateur depuis quelques temps, je me souviens qu'avant c'était pas trop stable et maintenant c'est beaucoup mieux, etc., etc. Donc il y a toute cette notion-là aussi à voir, aussi bien sur la partie offre, marketing, etc., le fait d'être assez cohérent dans leurs offres, et puis la stabilité, la partie sécurité. Moi je sais j'avais entendu pas mal de gens aussi qui disaient que en termes de sécu, c'est ce qui leur posait problème, parce que tu vas quand même, en gros, c'est ton PC entier qui est sur le cloud, quoi, donc c'est quand même pas rien. Et il y avait des gros enjeux de sécurité, donc ça c'est pareil, je pense que c'est un truc qui a été amélioré. Donc voilà, aujourd'hui, s'ils ont effectivement la puissance financière d'OVH, enfin, ce sera à reconfirmer, mais il me semble que c'est pas directement OVH, je crois que c'est une personne du conseil d'administration d'OVH qui l'a, mais en tout cas, ils les ont derrière, donc c'est quand même pas rien, quoi. Voilà, du coup, pour cette petite actu, on va enchaîner avec une actu de JP, du coup. Et donc, on va parler de Shopify. Shopify qui acquiert Remix pour améliorer la fonctionnalité de conception de l'interface utilisateur. Donc, j'ai relevé quelques lignes que je vais rapidement lire, et puis JP, tu vas pouvoir nous en dire plus. Donc, Remix a été conçu par les cofondateurs Ryan Florence et Michael Jackson. Donc, c'est pas une blague, il s'appelle vraiment Michael Jackson. Et c'est un homonyme, quoi. Un ancien ingénieur de Twitter. Remix aide les développeurs à créer des outils React open source qui peuvent aider les organisations à créer des interfaces utilisateurs pour les applications. Il est considéré comme l'un des meilleurs outils de conception. Shopify a utilisé des logiciels développés par Florence et Jackson dans le passé. Entre autres projets, le duo a créé React Router qui a gagné en popularité et a été employé par Shopify pour concevoir un cadre de développement frontal appelé Hydrogène. De nombreux projets logiciels du duo ont marqué l'industrie, donc l'acquisition ne devrait pas surprendre. Vous verrez beaucoup plus de frameworks Remix dans la nature alimentant certains des plus grands sites commerciaux du web, a déclaré Shopify. De plus, Shopify lui-même utilisera Remix dans de nombreux projets et vous pouvez vous attendre à voir de plus en plus de plateformes de développement de Shopify inclure un support de première classe pour Remix au fil du temps. L'organisation investit dans l'espoir de redresser une récente série de pertes. Shopify a traversé une période difficile. Au deuxième trimestre 2022, l'organisation a rebondi au troisième trimestre et souhaite poursuivre sur sa lancée vers plus de succès. Et c'est un article de l'entrepreneur.co. Voilà un petit peu pour le descriptif, on va dire, de cet article. À bientôt, Jack. Merci d'être passé. À très bientôt sur le stream. Donc, rapidement, du coup, JP, Remix, peut-être. Est-ce que tu peux rapidement nous balayer un peu les caractéristiques, on va dire, de ce framework? Ouais, t'es un framework qui est basé sur React, Mhm. essentiellement, donc React Router. Et ta particularité, en tout cas, ce que les développeurs aiment bien dessus, c'est perf.
et, et c'est sa facilité à créer des routes imbriquées en fait. D'accord. Et donc Remix permet de faire du chargement et éviter des chargements en waterfall, donc c'est-à-dire, par exemple, récupérer le document, puis une fois que le document est chargé, de télécharger, les assets qui sont Mhm. dans le document. Il arrive en fait à faire le chargement en parallèle et du coup, faire apparaître, le, le site internet plus rapidement. D'accord. Souvent, là, ils ont montré quelques tests en comparant avec Next.js et tout en étant hébergé sur Vercel. A priori, sur les démos, en tout cas, ils sont 2 fois plus rapides. D'accord. Et voilà, après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une meilleure gestion de tout ce qui est cookies. C'est beaucoup plus simple, quoi. D'accord. Ok. Et ça s'inscrit dans le cadre Jamstack ou pas nécessairement Remix? Pas nécessairement. La Jamstack, c'est vraiment ciblé, tout ce qui est génération statique, Mhm. donc au final, D'accord. in fine. Il faut avoir des fichiers statiques, la Jamstack. Et Remix se base plutôt sur, du SSR. D'accord. Donc Donc, c'est le... pas trop de la Jamstack, mais ça peut rentrer dans un écosystème Jamstack si on parle d'un front, enfin d'une architecture composable. Mais D'accord. voilà, si on veut parler de l'essence pure de Jamstack, c'est pas vraiment de la Jamstack. SSR, tu peux vulgariser Avoir rapidement le principe? Rapidement. C'est, server-side rendering, donc ça veut dire, on essaye de préconstruire le document, Mhm. en amont pour que le client a juste à «lire» entre guillemets, le client, votre navigateur, à lire le code. Parce Ok. qu'aujourd'hui, quand il reçoit du code, côté client, il doit l'exécuter, le lire et puis l'exécuter. D'accord. Et alors, purement sur cet article, qu'est-ce que tu avais de plus à nous dire sur cette acquisition? Est-ce que pour toi c'est un tournant pour Shopify? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un tournant en fait, et c'est intéressant parce qu'à la base Shopify est connu pour son liquid storefront, Ouais, ils appellent Liquid, ça. donc qui était un moteur de Leur template, solution c'est-à-dire template, ouais. voilà, une architecture, on va dire, pour développer la partie visuelle quand vous faisiez un Shopify, pour pouvoir voilà, mettre en place toute la partie visuelle, vous utilisiez en fait Liquid, qui était une façon, on va dire, de coder un peu l'interface. Voilà, en quelques mots, quoi. Ouais. Et donc en fait, ça a été dit dans l'article, ils ont construit Hydrogen, qui est basé sur React, Mhm. et ils se sont fait aider par la core team de Remix pour avoir quelque chose de plus customisable, que ça soit plus simple pour les développeurs de customiser le e-commerce. D'accord. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment besoin. Voilà, en fait, il y a toute une UI pour faciliter en fait, l'utilisation des API de Shopify. Et là, ils se focalisent sur les performances web des sites e-commerce. Et c'est pour ça que Remix est arrivé dans la balance de Shopify. Même Ok. si ça fait quelques années qu'ils travaillent ensemble pour améliorer Hydrogen, quoi. Et Ok. là, vraiment, ils veulent merger le meilleur des deux, quoi. Ok. On a une question dans le chat, je sais pas si tu la vois, de Alexis. Ça a été comparé avec Next 13 ou Next 12? C'est comparé avec NEC 12. Après, la question est intéressante parce que NEC 13, avec les nouveautés, on peut voir ils se sont beaucoup inspirés de la façon comment Remix utilise leur route imbriquée. Et voilà, c'est quasiment similaire. Ok. Ils sont inspirés de Remix, à mon avis. D'accord. De toute façon, on a l'impression que très souvent, tous ces frameworks front s'inspirent un peu les uns des autres. Il y a beaucoup d'idées qui sont... Voilà, la dernière fois, on avait présenté en live Gatsby et toutes les nouveautés, et je me souviens que tu étais dans le chat notamment, et que ben voilà, il y a beaucoup d'idées, l'hydratation partielle, ce genre de choses, qui sont en fait plus ou moins copiées les uns des autres. Ils prennent le meilleur des mondes, on va dire. J'ai l'impression que c'est voilà, une pratique un peu courante, quoi. Ouais, bah après, on peut le regarder sur même Angular React. Ils se tirent toujours un peu, chacun fixe leur idée, même Vue. Ouais. Il y a plein de core team sur Twitter à l'époque. Ils, ils râlaient quoi, que les gens leur copient ouais, leur nouvelle architecture. Mais bon, c'est comme ça que je pense on tire le meilleur pour tout le monde, quoi. Ah ouais. Oui, oui, et puis ça prouve aussi une chose, c'est que quand on te copie, c'est que probablement ton concept était bon, quoi. C'est ça aussi qu'il y a de Ouais. cool. Et là, on peut voir le concept de JXX.
et a été réutilisé sur Qwik, sur même Astro. Ouais. Donc, ce templating de faire un peu de JavaScript dans le HTML, entre guillemets, Mmh. c'est quelque chose qui a été largement approuvé par la communauté web. D'accord. Ouais, je passe rapidement un peu sur leur site du coup Remix. Ok. Et donc si tu devais résumer leur approche, en fait, les grosses fonctionnalités vraiment qui distinguent, je sais pas moi, d'un d'un autre framework type Next ou type comment ça s'appelle? Aide-moi. Il y en a un autre, je sais plus, que j'ai C'est avalé qui quoi? fait Gatsby, Astro, Astro, Nux. voilà. Voilà, par rapport à du Astro ou à ce genre d'autres frameworks, quelles sont vraiment les grosses caractéristiques différenciantes, on va dire, de Remix? Remix, en fait, c'est comme j'ai dit déjà, c'est plus basé sur du SSR et pas du SSG. Ok, SSG, c'est Static Site Generation, c'est générateur de sites statiques. Ça, ok, c'est plutôt Astro. Astro n'est pas fait pour faire du SSR. C'est vraiment purement que du statique. ok, Et donc, déjà, ça différencie directement Remix. Après, c'est un peu plus compliqué de comparer avec Next, qui est un outil qui fait vraiment tout, qui fait d'accord. du SR, du SSR, du SSG, même c'est un serveur, il fait délivre des routes d'API. Mais voilà, ce qui différencie vraiment Remix aujourd'hui, c'est vraiment la gestion des erreurs, gestion des cookies par composant en fait, le chargement en fait en parallèle des assets, mais là qui est un peu repris en fait dans les React Server Components au final, mais qui est encore en bêta. Donc non, il y a pas mal de choses, de bonnes philosophies à prendre ou à utiliser chez Remix. Ok. Je regardais rapidement s'il y avait peut-être des schémas pour nous expliquer des fois de façon schématique, mais bon, ok, c'est assez clair. Ouais. Ok, bah, très cool comme actu. Un peu tech, hein, on est désolé, mais de temps en temps, on aime bien rentrer de temps en temps sur la deep tech pour les personnes qui seraient présentes et qui sont intéressées par tout ça. Ça peut être intéressant aussi pour le business, parce que Remix est connu que, aussi pour les solutions e-commerce. C'est Mhm. très très performant et ça permet d'avoir toujours les données à jour. C'est-à-dire Ouais, qu'aujourd'hui, si on fait du SSG et qu'on a enfin, si on rajoute un nouveau produit, il faut reconstruire en fait la page à chaque fois sur d'accord. un site statique. Et donc sur un Remix, vu que c'est dynamique, ça, il y a pas ce build tu vois, il y a pas cette différence qu'on pourrait avoir, il y a pas cette attente de construction du site. Et en Mhm. fait, ça permet d'avoir un site e-commerce très performant et toujours à jour. D'accord. Et donc c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer, peut-être de faire du remix avec Shopify. Peut-être pas Ouais. maintenant, parce que c'est pas totalement, enfin c'est en construction, mais peut-être dans 1 an ou 2 ans à surveiller, ça peut être intéressant Parce de que, faire des. alors, si concrètement, là, une personne qui n'est pas du tout tech, d'accord, imaginons un chef de Ouais. projet, designer, peu importe, qui est dans cette émission, qui entend parler de Remix, comment est-ce que concrètement tu peux lui expliquer avec tes mots, ou comment elle peut argumenter auprès de ses N+1, tiens, il faut s'intéresser à Remix, visiblement c'est quelque chose de cool, qu'est-ce que ça va apporter concrètement? Donc tu dis, il y a le côté performance, qui est Mhm. propre en fait à, voilà, au fait que ce soit, que ce soit du server-side rendering, c'est ça? Ouais. Et après, c'est quoi? Ça va être l'expérience aussi des développeurs, une meilleure expérience pour les développeurs, peut-être pour développer? Ouais, alors tout à fait. Souvent on n'en parle pas, mais l'expérience développeur est importante. C'est-à-dire que plus c'est facile aux développeurs d'intégrer des nouvelles fonctionnalités ou d'avoir la main sur tout ce qui est cache Mhm. ou performance, bah, déjà en termes de développement, ça réduit pratiquement le temps de dev ou de Mhm. construction en tout cas. Et ça fait plaisir quand tu codes 2-3 lignes et que ça marche, quoi. Ouais, bien Des sûr. fois, quand c'est un peu laborieux et que tu passes une semaine, bah, tu tout le monde est frustré, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Et non, c'est important l'expérience développeur, mais je pense que c'est aussi, dans n'importe quel métier, l'expérience que tu as avec ton outil est important. C'est pour ça Ouais, qu'il y a des notions, il y a toujours des nouveaux outils pour le management qui pop, quoi, ouais, parce qu'on cherche toujours à améliorer notre processus. d'accord. Ok, Et ok. voilà, après, vendre Remix, c'est plus compliqué, mais il Ouais, vaut mieux se baser sur Shopify, qui est quelque chose qui est connu, où on peut avoir confiance parce que, bon,
des millions de titres en Shopify, je pense, voire plus, et qui s'appuie sur Remix. Donc c'est vraiment déjà Oui, c'est que un gage de qui confiance. s'appuie sur Remix, ouais, on D'accord. peut avoir confiance quand même. Ok. On a Nova qui nous écrit dans le chat, trop bien votre émission les gars. Ben merci, merci Nova TV du coup qui est la première fois dans le chat. C'est très sympa de passer et de nous faire un petit coucou. Ok. Ben merci JP du coup pour cette actu. Avant de la conclure, je vous partage vite fait mon écran justement parce que j'ai trouvé un petit tweet qui était très sympa de Guillaume RYGN qui vous met justement, si vous voulez commencer dans le développement front ou autre, toute une, on va dire, je crois que c'est d'ailleurs orienté de dev front, il me semble, une roadmap en fait de comment faire pour, voilà, quelle technologie est-ce qu'il faut suivre, commencer par voilà, les notions d'internet, puis le HTML, etc. etc. C'est plutôt intéressant ce genre de tweet, moi je trouve. Donc je vous partage ça du coup, hop, dans le chat directement. Et puis vous avez le site Roadmap SH également qui va vous permettre d'aller voir un petit peu tout ça. Moi c'est un truc que j'aime beaucoup, voilà, pour voir si je suis justement à jour ou si j'ai oublié des choses. Merci beaucoup JP du coup pour cette actu. Je sais pas si tu avais quelque chose de plus à dire là-dessus ou si c'était à peu près tout. Non, merci pour l'invitation, hein. Ah ben, J'attendais ça avec ah. impatience. Alors dites-nous dans le chat du coup Merci. la performance de JP, est-ce que vous l'avez trouvé performant et très pertinent ce matin? Moi je trouve ça très très cool de faire ces petites co-animations comme ça. On a eu Benoît la semaine dernière et donc cette semaine on t'accueille avec plaisir. Donc évidemment cette émission est tout autant la tienne, il n'y a pas de problème. Rapidement, avant de conclure sur la matinale, il y avait une dernière actu. Bon, je la brosserai pas de façon très exhaustive. Mais pour vous partager cette petite info, du coup, France Identité du coup, qui débarque dans France Connect. Donc voilà, rapidement, le gouvernement vient d'officialiser l'intégration dès ce 21 novembre de l'application France Identité au sein de France Connect. L'objectif, renforcer la sécurité de la connexion aux 1400 services en ligne pris en charge par France Connect. Depuis octobre 2022, le gouvernement français a lancé une nouvelle application en bêta baptisée France Identité, disponible sous Android et iOS, et donc elle permet de prouver votre identité sans divulguer vos données personnelles, éviter l'usurpation d'identité et remplacer vos identifiants et vos mots de passe. Voilà, donc on ne va pas rentrer malheureusement parce que je vois que le temps passe assez vite, mais voilà, rapidement. L'article le détaille plutôt bien et donc voilà, comme on peut le voir, l'application France Identité repose sur plusieurs points pour renforcer la sécurité de l'authentification. Donc vous avez un code personnel à remplir, après 3 tentatives infructueuses la carte est bloquée et puis l'absence d'identifiant qui va limiter du coup le piratage. Donc ce qu'il faut retenir, je vous partage comme ça vous pourrez aller voir plus précisément, mais grosso modo cette actu est plutôt intéressante et prouve bien que voilà, tout ce qui est dématérialisation est en train de prendre encore une ampleur et notamment ben, voilà, la partie carte d'identité ou voilà, des papiers un petit peu plus importants, ben, y a des solutions qui sont en train de popper. L'article est vraiment très cool, je l'ai lu et je l'ai préparé, vous pourrez aller voir ça vraiment par vous-même, c'est très très sympa.